Grégoire, vous pensez vous aussi que Biden ne peut pas laisser échapper la victoire désormais ? Non, nous sommes très optimistes. Alors, c'est vrai que les différences, les écarts dans ces États sont relativement petits maintenant, mais il reste encore des milliers de votes par correspondance à compter. Dans le Pennsylvanie, l'écart est, comme Ulysse a dit, 160 000 votes en faveur de Trump pour le moment, mais il reste encore 764 bulletins de vote environ par correspondance à compter, qui seraient a priori plutôt dans le camp Biden. Donc, ça, c'est dans notre faveur. En Géorgie aussi, les bulletins de vote de la ville d'Atlanta n'ont pas encore été comptés totalement. Donc ça pourrait basculer aussi vers Biden. Et pour l'instant, il faut uniquement qu'on gagne vraiment Arizona et Nevada. Ouais. Nous sommes très optimistes maintenant. On peut dire aussi que dans cette guerre des nerfs qui a commencé il y a presque 48 heures maintenant, Biden joue plutôt bien le jeu. Il a réussi dans cette guerre de communication. Regardez ce qui s'est passé hier soir, un peu avant 22h, heure française. Biden prend la parole. Aujourd'hui, après une longue nuit de décompte, il est clair que nous sommes en train de gagner suffisamment d'États pour atteindre 270 votes de grands électeurs nécessaires pour avoir la présidence. Je ne suis pas ici pour vous dire que nous avons gagné, mais pour vous dire que lors du décompte final, nous croyons que nous serons les vainqueurs. Laissez-moi être clair, j'ai fait campagne en tant que démocrate, mais je gouvernerai en tant que président américain. Lorsque cette élection sera derrière nous, il sera temps de faire ce que nous avons toujours fait en tant qu'Américains. Nous unir, guérir et nous rassembler comme une nation. Un Biden très solennel, grave, très présidentiel, qui tranche aussi avec le Biden qu'on a vu quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, où il avait commis une nouvelle gaffe, confondant ses petits-enfants. Regardez. Voici mon fils, Beau Biden, que beaucoup parmi vous ont aidé à élire au Sénat du Delaware. Voici ma petite fille, Nathalie. Attendez, ce n'est pas Nathalie. Bon, on peut imaginer qu'il est épuisé, mais il a 77 ans. Biden, on peut quand même se poser la question de sa capacité à assumer cette fonction présidentielle à cet âge-là et avec le parcours aussi qui a été le sien et la vie qui a été la sienne. Cette scène, elle est quand même tout à fait hallucinante et à mon avis d'ailleurs, elle a dû peser. Enfin, moi, je me mets à la place d'un électeur démocrate qui hésite à aller voter et qui voit ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vous présente mon fils. Son fils, tout le monde sait qu'il est mort d'un cancer du cerveau. Alors, on peut imaginer qu'il fait un lapsus. Il veut dire, je vous présente la fille de mon fils. Je vous présente ma petite fille qui est la fille de Beau. Mais il rajoute Beau qui a été élu au Sénat. Beau n'a jamais été élu au Sénat, d'où il sort que son fils a été sénateur. Et il dit, elle s'appelle Nathalie. Manque de peau, c'est pas Nathalie. Ça fait quand même beaucoup. Dans un meeting précédent, il avait dit, je vous présente ma femme et ma sœur. Il s'était trompé. C'était pas sa sœur, c'était pas sa femme. Il y a quand même un problème. Les Américains viennent de passer 4 ans en se demandant si leur président était fou, paranoïaque. On parlait de Trump. Là, ils risquent, si Biden est élu, de passer 4 ans à se demander si leur président est atteint d'Alzheimer. C'est quand même un petit peu embêtant. Et je crois que ce score extrêmement serré, cette victoire de Trump, on l'explique mal si on n'insiste pas là-dessus aussi. Trump était face à un candidat qui pose problème quand même. Biden pose problème. Julia Grégoire. Je voudrais bien répondre à la question parce que il m'arrive souvent que dans ma famille, on me confond avec ma nièce qui s'appelle Olivia, je m'appelle Julia. Donc, tous les membres de la famille m'appellent Olivia et l'appellent Julia. Donc, ça, oui, mais pardon, on ne dit pas que vous êtes membre du Sénat, alors vous n'avez jamais été membre du Sénat. Dans vos familles aussi, et ça ne veut pas dire qu'une personne est frappée par l'Alzheimer. Non, ce n'est malheureusement pas un cas isolé. De la famille. Ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que ce débat... La folie de Donald Trump est beaucoup plus dangereux que la folie de confondre un prénom d'un membre de la famille. Donc, Donald Trump est en train de faire quelque chose de complètement inédit en mettant en question la procédure démocratique. Donc, c'est ça sur lequel on doit mettre en phase. On peut quand même se poser la question de savoir s'il a toutes ses facultés pour assumer cette fonction si lourde de diriger les États-Unis et le monde libre, comme on a l'habitude de le dire. Ce débat existe. Vous n'êtes pas surprise d'ailleurs qu'on en parle ce matin. Ce débat existe. Je suis assez surprise qu'on en parle ce matin, honnêtement, parce que je ne sais pas vous, mais des personnes qui ont plus de 75 ans, ils sont pas tous forcément séniles ou frappés d'une démence. Et d'ailleurs, Donald Trump a 74 ans. Donc l'écart de 3 ans, ça ne veut pas dire que c'est une énorme différence. Ouais. Alors néanmoins, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, est-ce qu'il y a eu... Parce que tout le monde se dit, incroyable, Trump a incroyablement résisté. Est-ce que dans cette résistance de Trump, qui totalise pour l'instant un peu plus de 200 grands électeurs, il y a aussi
aussi un petit rejet du candidat démocrate. Ce n'était pas le candidat idéal. Et effectivement, si on se dit qu'il aura 81 ans à la fin de son mandat, on se demande s'il aura l'énergie nécessaire. Et donc on avait ce contraste saisissant entre Donald Trump, qui était finalement sur stéroïdes après son entrée à l'hôpital en raison du virus, et un Biden qui se protégeait en intervenant le moins possible pour garder toutes ses forces, notamment pour le débat. Vous vous souvenez qu'à la veille du deuxième débat, il était resté quasiment 4 jours chez lui pour préparer son débat pour être en forme. Et ça explique sans doute que même si Biden aujourd'hui a gagné le vote populaire, il faut quand même le rappeler, il a plus de 69 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est 3 millions de plus que Trump. Mais Trump a gagné 4 millions de voix de plus par rapport à l'élection précédente. Ça veut dire quoi? D'abord, effectivement, que chez les démocrates, on a du mal à trouver un successeur à Obama, ça c'est clair. Et par ailleurs, que le Trumpisme n'est pas enterré. Le mouvement Trump va perdurer après l'élection, même si Donald Trump perd, il faudra compter avec lui. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que Donald Trump, compte tenu de son énergie et des risques qui pèsent sur son avenir, puisqu'il pourrait être poursuivi en justice, décide peut-être de créer un nouveau parti. Il a déjà une chaîne de télévision. Il va continuer à exister avec des supporters qui sont persuadés que c'est l'homme qui peut sauver l'Amérique. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Tout le monde se pose la question dans les prochaines heures, les prochaines 48 heures. Donc, certains États risquent de tomber, mais quoi qu'il arrive, Julia Grégoire, on semble se diriger vers une bataille judiciaire ou juridique. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le terme adéquat, mais toujours est-il que, est-ce que vous êtes inquiète de cette guérilla qui pourrait commencer dans les tribunaux? Et sur quoi pourrait-elle se fonder d'ailleurs? Alors ça va dépendre complètement des résultats et de l'écart. Si le Nevada et l'Arizona tombent et qu'on a un écart assez important pour dire que Biden a eu les 270 grands électeurs, ça va être difficile pour le camp Trump de contester tout ça. Après, bien sûr qu'ils vont le faire de toute façon parce qu'on les connaît et malheureusement, probablement, ils ne vont pas céder facilement, ils ne vont pas se laisser faire. Mais par contre, on espère que certains républicains vont quand même avoir des principes et dire ça c'est la procédure démocratique, les Américains ont voté, justement 70 millions d'Américains ont déjà voté pour Biden et Kamala Harris, qui est le nombre plus important de votes remportés par un candidat dans l'histoire. Oui, et d'ailleurs on peut dire que pour l'instant, on n'a pas entendu énormément de grands leaders républicains soutenir Trump en disant oui, il faut se battre, il faut... Au contraire. L'absence des républicains, des grands leaders du parti, s'il en reste après Donald Trump, leur silence est ahurissant parce qu'effectivement, ils devraient être aux côtés du président, ils n'y sont pas. En fait, on voit que les grands républicains quittent le navire et quand on voit que Donald Trump fait appel à Rudy Giuliani, qui en son temps était un grand maire de New York, ça c'est incontestable, mais aujourd'hui, c'est vraiment une cartouche un peu mouillée et c'est vraiment les derniers ressorts de Donald Trump. Il y a son fils, c'est intéressant, son fils Eric qui prend sa défense avec l'avocat Giuliani. Pourquoi? Parce que son fils Eric, c'était la dynastie Trump qu'il voulait d'une certaine manière constituer s'il avait été réélu. On voit que le fils défend le père, que l'avocat défend le président, mais c'est un avocat dont la réputation est maintenant sulfureuse, qui ressemble à celle des avocats d'Al Capone d'une certaine manière. Donc on se dit qu'aujourd'hui, Donald Trump n'a plus le vent en poupe dans son propre camp et qu'effectivement, lorsque l'heure fatidique viendra, c'est-à-dire lorsque le Sénat et la Chambre devront se prononcer, eh bien certainement il y aura des grands leaders républicains qui vont aller voir Donald Trump en lui disant Monsieur le Président, vous voulez continuer, mais arrêtons-nous, c'est joué. Il y a un autre scénario. Vous avez dit très justement, Ulysse, que Trump a peut-être encore une carte à jouer, pas pour ce coup-ci, a priori, mais peut-être dans 4 ans, c'est court, 4 ans. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, Nicolas, à se retirer dignement en disant rendez-vous en 2024? C'est pas tout à fait impossible, mais c'est juste jamais arrivé. Normalement, aux États-Unis, quand on a perdu et on se retire. On n'est pas en France où le président, pendant 40 ans, essaye de revenir. Non, Trump, il est vraiment en train de jouer, j'allais dire, sa vie, parce que dans les heures qui viennent, soit il reste président des États-Unis, sa survie politique énorme, sa survie
pas physique, mais sa survie politique. Parce que s'il perd, effectivement, s'ouvre une période très dangereuse pour lui. Il va falloir, comme on dit, qu'il gère son risque pénal. Il y a des possibilités de procès contre Trump sur l'affaire ukrainienne, sur l'affaire de la fraude fiscale. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent que Trump risque la prison. Alors, s'il est réélu, non, parce qu'il y aura prescription après son deuxième mandat. Mais donc, c'est quand même incroyable comment cet homme a un destin qui peut être un destin présidentiel ou un destin de prisonnier, selon les cas de figure. Merci beaucoup à tous les trois. On continue de suivre minute par minute, bien sûr, cette élection présidentielle américaine. Hors norme, évidemment, avec ces résultats que nous attendons toujours dans plusieurs États et qui vont faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans les toutes prochaines heures. À 9